Bienvenue sur le podcast À la santé du cancer. Un podcast sans tabou au sujet du cancer. Avec, comme vous avez peut-être pu l'entendre, 3 personnalités, 3 points de vue. Il y a tout d'abord Héloïse. Bonjour à tous, moi je suis l'ex-soignante Héloïse. J'ai longtemps accompagné des patients atteints de cancer et je suis désormais reconvertie dans le coaching et plus précisément le coaching spécialisé pour les soignants. Puis Betty. Bonjour à tous, donc moi je suis socio-esthéticienne et massothérapeute. Donc j'accompagne les personnes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et ou sociale. Et donc je les aide à leur redonner une meilleure estime d'eux-mêmes. Et il y a moi, Swazik. Ancienne patiente, j'ai eu un lymphome de Hodgkin à 26 ans. Et aujourd'hui, je suis reconvertie en tant que coach spécialisée auprès des femmes en rémission d'un cancer. Les présentations sont faites, on vous souhaite un excellent épisode. Bonjour auditrice. Aujourd'hui, on te propose un épisode un peu différent qu'à l'habitude. Il s'agit de la rediffusion de nos échanges avec Clémentine, la créatrice du podcast Légitime. Clémentine est coach confiance et estime de soi, formée à la PNL. Elle est là pour t'accompagner à combattre le syndrome de l'imposteur, te sentir légitime et oser être toi-même. Dans son podcast, déjà bien fourni, elle aborde des sujets divers, seule ou avec des invités, dans le but de te faire réfléchir, chercher à mieux te connaître et te sentir légitime. Clémentine nous a invités pour son 27e épisode. Ensemble, on a parlé d'estime de soi et de cancer. On a passé un super moment et on espère que tu en passeras un tout aussi bon en écoutant cet épisode. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi, c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif ? Que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui, j'accueille les hôtes du podcast À la santé du cancer, Héloïse, Betty et Swazik, qui vont partager avec bienveillance et pétillance sur le thème de l'estime de soi à travers le prisme du cancer. Bonne écoute! Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver ce soir parce que, petite précision importante, il est 22h40 puisque j'ai 2 de mes invités aujourd'hui qui sont au Canada, donc forcément on s'adapte. Donc aujourd'hui j'ai 3 invités, rien que pour toi, rien que pour tes oreilles. J'ai Swazik, Héloïse et Betty devant moi. Et on va parler d'un sujet un petit peu particulier, on va parler d'estime de soi, ok, toujours, jusque-là, t'es pas surprise, mais avec le prisme du cancer. Donc, rassure-toi, on va parler de ça avec bienveillance, avec humour, parce que tu verras que ces 3 personnes ont déjà un podcast sur le cancer, avec de l'humour, avec, je pense, une grande ouverture d'esprit là-dessus, donc on va passer un très très bon moment. Et on s'est rendu compte, en fait, toutes les 4, j'allais dire toutes les 3, mais non, on est 4, que de toute façon, les problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, d'image de soi, etc., que tu sois malade ou pas, on y est tous confrontés. Le seul truc, c'est que peut-être, et sûrement on en parlera, la maladie met en lumière certains aspects, la maladie peut-être met un petit peu de focus ou amplifie les choses, et le but de cet épisode, c'est vraiment de te montrer qu'est-ce qui est important finalement par rapport à l'estime de soi, qu'est-ce qui est important, à quoi il faut faire attention, à quoi tu peux faire attention, malade ou non, encore une fois. Et c'est pour ça que je reçois les filles pour qu'on parle de tout ça et qu'elles me partagent un petit peu différents points de vue. Donc, avant toute chose, comme vous commencez à être habitués, j'ai toujours une petite anecdote à demander à mes invités pour faire connaissance et briser la glace. Alors, qui a envie de commencer, les filles ? Betty, je sens qu'elle a quelque chose à nous dire, là. Alors moi, j'invente depuis toute petite souvent des mots et des expressions. Et je vais vous partager ma meilleure, selon mon entourage, où j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'on disait pas en dents de scie, qu'on disait en dents de scie, pardon, et que moi, je dis encore parce que moi j'ai vraiment l'habitude de dire, je disais toujours en dents de cygne.
en anglais. Tu vois, genre parce que cute. tu sais pas quoi, t'hésites, donc tu fais dancing quoi, tu vois. Donc voilà, moi je disais toujours en dancing. Ah, c'est sympa. Voilà mon anecdote. J'ai le moral en dancing en ce moment, c'est fou. Voilà, mais je trouve que c'est plus sympa, tu vois. Mais oui, c'est vrai, tout de suite, ça met de l'ambiance. Du coup, ça veut pas du tout dire la même chose, mais ça met de l'ambiance. Voilà, c'est moi. Trop bien. Voilà, alors, enchantée. Nickel comme présentation, super. Bon, Swazik, du coup, est-ce que tu vas pouvoir faire mieux que cette anecdote Non, elle a mis la barre haute, la Betty. Non, mais moi, j'ai une petite anecdote cute plus que drôle. Mais le fait que j'ai vraiment eu un coup de cœur avec les hippocampes quand j'étais en primaire, je pense que j'avais peut-être 8, 9 ans, un truc comme ça. Ok. Et que ça me suit encore aujourd'hui, que j'ai 34 ans, je vous laisse faire je vous laisse faire le calcul. Mais c'était au point que j'avais une collection de genre 200 et quelques figurines de tout genre, toutes sortes. oui. De choses. J'ai tout laissé en Bretagne, mais j'ai encore quelques petites choses. Alors ne m'envoyez rien, s'il vous plaît, j'en ai déjà beaucoup trop. Mais mais au point que je m'en suis tatoué un sur le bras. Super. Et Héloïse, est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager? Alors, moi, ma vie est une anecdote, enfin, hein, c'est-à-dire qu'il y a à peu près tous les jours une anecdote. C'est quotidien. Mais du coup, voilà, j'étais infirmière et dans le podcast, j'interviens en tant qu'ancienne soignante. Et quand j'étais infirmière, tu pouvais être sûr que j'en faisais mes 36 000 à la journée, mais toujours malgré moi. Et donc, par exemple, j'ai cherché la deuxième pantoufle d'un mec qui avait qu'une jambe. J'ai dit, vous voyez, à une aveugle. Je les ai toutes faites, quoi. Voilà, c'est un peu moi. D'accord, très bien. Miss Boulette un petit peu, genre... Mais du coup, avec ma petite bouille, ça passait toujours. Bon, sauf l'aveugle, elle a pas pu me voir, mais sinon, ça passait toujours. Voilà. Et j'arrivais à retomber sur mes pattes et les gens avaient une certaine sympathie pour moi. Voilà. Très bien. Ouais, je pense qu'ils voyaient que c'était pas volontaire, quoi, que c'était... Mais pas du tout. Très bien, nickel. Bah, je pense qu'on a de très bonnes invités là en face de moi. Je pense qu'on va bien rigoler. Déjà, rien qu'avec ces anecdotes, ça en dit beaucoup. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet quand même. Voilà. On est quand même là pour parler d'un sujet un petit peu sérieux, mais pas trop, mais allons-y. Je vais commencer donc par Swazik, parce que toi, tu as été touchée donc par le cancer. Donc, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, mais toi, ton estime de toi avant le cancer, elle était comment? Est-ce que tu avais conscience déjà finalement de l'image que tu avais de toi, de ta confiance, etc. Ou est-ce que c'était quelque chose qui n'était pas forcément en première vue, enfin chez toi, quelque chose que tu faisais attention en fait? Alors moi, vraiment plus jeune, j'avais une très mauvaise estime de moi. Je me cachais dans des vêtements et tout ça. Okay. Avant la maladie, ça allait mieux. Donc je dirais pas que j'avais pas du tout conscience parce que j'ai travaillé j'ai fait des séances notamment avec une psy, donc ça a quand même aidé. Mais donc effectivement, on en a parlé nous déjà dans un épisode de l'estime de soi et on l'a divisé en 3 catégories entre guillemets. Ouais. Donc il y avait l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Et l'image, je dirais avant mon cancer, je dirais que mon image de moi était rendue plus ou moins neutre. Okay. Neutre à tendance quand même un peu négative, mais en tout cas j'étais pas, tu vois, je me dénigrais pas non plus. Okay. L'amour de soi, pas ouf. Et confiance en soi, vraiment pas bonne, quoi. Ok. Pour résumer. Nickel. Donc, on était au top à tous les niveaux, parce que je vois. Exact. Tout à fait. Ça marche. Et du coup, après la maladie, ou même pendant, finalement, qu'est-ce que ça a changé, en fait? Qu'est-ce que ça a transformé? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont amplifiées? Est-ce qu'il y a des choses, finalement, où tu t'es dit, finalement, c'est pas aussi important? Qu'est-ce que ça a fait comme changement? Tu l'as bien dit tout à l'heure qu'en fait, pendant la maladie, ça met des choses en lumière et notamment ça. Moi, je sais que par exemple, pour l'image de moi, je me suis jamais autant sentie moi et féminine que pendant la maladie, alors que je mettais pas de perruque, je mettais pas toujours de foulard, j'assumais le crâne nu et en fait, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé justement côté image de moi.
Après, ça n'a pas été tout beau tout rose, parce que j'ai perdu une quinzaine de kilos et donc là, ça a été un peu compliqué. Mais justement, que ce soit l'image ou l'amour de moi, je pense que ça a pris une tournure différente dans le sens où effectivement, on voit les choses de manière différente et les priorités sont pas les mêmes et aussi les niveaux des choses graves sont pas les mêmes. Ouais. Et donc du coup, alors ça s'est clairement pas fait du jour au lendemain et ça c'est quelque chose d'important pour moi aussi parce que des fois on entend des raccourcis de témoignages où on a l'impression que parce qu'ils ont eu une maladie du jour au lendemain tout va bien, tout est formidable et la vie est belle, il faut vivre à 100%. Moi je trouve que c'est important aussi de dire que c'est tout un processus et que ça passe par des hauts et des bas et que ça peut être long. Et même si justement pendant la maladie j'ai eu des moments où physiquement, par exemple, je me sentais, physiquement, pas dans le sens fatigue, etc., mais vraiment physiquement dans le sens image de moi. Ouais. Je me sentais mieux. Il y a eu encore des hauts et des bas derrière ça, et il y a eu tout un processus pour que aujourd'hui, je me sente en général beaucoup plus mieux. Enfin voilà, que j'ai une meilleure image de moi, une meilleure estime de moi. Mais ça a été vraiment tout un processus, et effectivement, la maladie aidant, ça m'a fait comprendre justement que par exemple mon corps, en fait, justement mon cœur a tenu le coup et mon corps a tenu le coup malgré tout ce qui s'est passé. Et en fait aujourd'hui j'en suis reconnaissante, là où dans la maladie des fois on peut se sentir trahi par le corps. Oui. Mais aujourd'hui je me sens vraiment reconnaissante, donc je le traite mieux. Ok, super. Bon, je vais revenir à toi, mais on va faire parler un petit peu nos deux autres invités. Donc Héloïse, donc toi t'es ancienne infirmière, c'est ça, et Betty, toi donc t'es socio-esthéticienne. Tu nous raconteras un petit peu plus tard ce que c'est, parce que je pense qu'en France c'est pas encore super connu, ou en tout cas peut-être si t'es vraiment confrontée à ça, mais donc tu nous expliqueras un petit peu. Mais vous les filles, justement du côté des soignants, enfin des côtés des accompagnants, vous avez été confrontées donc à des personnes malades, etc., justement qui devaient avoir une estime peut-être en baisse ou peut-être pas finalement, mais comment vous l'avez vécu? Est-ce que justement vous avez des retours par rapport à vos patientes de justement comment elles se sentaient, comment elles se voyaient, comment elles se sont vues évoluer, enfin comment vous avez vu les choses? Alors en tant que soignante, ce que j'ai pu voir, c'est ce que j'avais aussi un peu expliqué dans le podcast à la santé du cancer. C'est que il y a vraiment des espèces de montagnes russes. C'est-à-dire qu'au début, quand les personnes arrivent, pour les filles par exemple, beaucoup c'est mais je vais perdre mes cheveux avec la chimio, tout ça, ça les stresse énormément. Pour les hommes, c'est alors je veux pas catégoriser, mais je relate ce que j'ai pu avoir. On n'est pas du tout dans une catégorisation. J'ai eu beaucoup d'hommes qui me disaient est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre comme d'habitude, est-ce que je vais pouvoir travailler. Ça pouvait aussi parler des rapports avec sa femme, dans l'intimité, des choses comme ça. Okay. Et après, une fois que la maladie était installée, un peu comme l'a dit Swazik, l'aspect physique, image de soi, ils avaient passé un cap et c'était même plus ça en fait. Le but c'était de survivre. Oui. Donc en fait, moi en tant que soignante, ce que j'ai pu identifier, c'est qu'au début, il y a vraiment l'image souvent qui est atteinte. On est vraiment sur quelque chose très image. Et après, quand ils sont un peu au fond, c'est l'amour. À quoi je sers? Je vaux plus rien. Vraiment ce truc d'utilité, le nombre de personnes que j'ai pu entendre, mais comment ma compagne ou mon compagnon va m'aimer encore, comment je peux être une mère, enfin. Et c'était violent pour nous en tant que soignants parce que c'est ce que je dis souvent, on est à la fois la main qui soulage et la main qui injecte, qui fait aussi tout ça. Donc c'est un rapport assez schizophrénique pour le coup. Et après, vraiment, cette espèce de remontada quand ça va mieux, où pour beaucoup, pas pour tous, mais pour certains, c'est une espèce de revanche où ils ont un espèce de truc de l'au-delà qui arrive et ils disent voilà, tout ce que j'ai pas osé faire, tout là où je me suis pris la tête avant, là j'y vais et je m'assume. Et justement, ces femmes qui n'ont plus de cheveux et qui vont dire je vais pas mettre de foulard, je vais pas mettre de perruque et j'y vais. Ces femmes qui se font tatouer le sein plutôt que de faire une reconstruction et qui préfèrent garder sans sein. Ces hommes qui après ça vont complètement changer de vie, ces femmes,
il y a un truc derrière qui leur donne un espèce d'élan et du coup, on va sur la confiance où en fait, ils passent à l'action. Okay. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu identifier. Donc, en tout cas, de ma vision de soignante, la première chose touchée, c'est l'image. Derrière, c'est l'amour qui se fait défoncer, clairement. Et après, ils arrivent à récupérer en estime au travers de la confiance. Et c'est en passant à l'acte qu'ils arrivent à se remettre. Et il y a des parcours sublimes. Et moi, j'ai toujours été hyper admirative. Et quand on les voit repartir comme ça, c'est magnifique. Et puis, c'est des leçons de vie permanentes. Concrètement, en tant que soignante, je me suis pris des leçons de vie constantes. Ouais, c'est ce que je me disais aussi quand t'es confronté justement à ça et que tu vois ces évolutions, ces hauts et ces bas, comme disait Swazik, que c'est pas voilà, c'est pas parce que t'as un élan comme ça que d'un coup tout va bien, tout est beau, tout est rose, c'est les bisounours, mais que il y a quand même des évolutions, il y a des passages à l'action qui font, comme tu dis, que allez, petit à petit, on reprend le pouvoir, on reprend cette, comme t'as dit, le truc sorti de nulle part, là, on y retourne, quoi. Mais c'est vrai que pour vous, ça doit être aussi, j'imagine que ça a fait des petites réflexions personnelles. Betty, du coup, toi, déjà par rapport aux personnes que t'accompagnes, est-ce que t'as eu ce genre d'impression aussi? Est-ce que t'as des retours à faire là-dessus? Et comment ça t'a touché, toi, personnellement? Comment ça t'a remis les choses en perspective, on va dire? Donc moi, je rejoins beaucoup les filles où, dans un premier temps, c'est clairement l'image de soi qui est altérée par les personnes. Alors moi, je travaille dans une fondation donc qui accompagne les personnes atteintes de cancer, mais j'ai majoritairement des femmes avec cancer du sein. Donc je vais plus me baser par rapport à ça parce que c'est vraiment cette majorité-là que je suis. Et donc, cancer du sein, donc effectivement, avec la chimio, tu perds tes cheveux. Donc tout de suite, c'est vraiment ça qui vient en premier les toucher profondément. Donc moi, contrairement à Héloïse, je suis pas vraiment dans le soin. Donc moi, elles viennent vraiment me voir pour l'image. Donc moi, je vais rester plus par rapport à l'image de soi, où c'est vraiment là que je vois l'évolution. Où effectivement, au début, c'est la perte de cheveux, c'est vraiment hyper ça qui ressort au début. Donc, on va faire tout un travail sur les cheveux, sur prothèse capillaire, tout ce genre de choses. Et finalement, on se rend compte alors pareil, j'aime pas généraliser, mais quand même, le plus souvent, ce qui se passe, c'est que finalement, elles ne mettent quasiment jamais leur prothèse capillaire. Et en fait, elles s'assument complètement avec le coconnu, comme on dit. Et en fait, tu les vois dans la lumière, quoi. Et justement, j'en ai beaucoup aussi qui me disent que avant d'être malade, elles n'avaient jamais fait un soin visage, fait se maquiller. Pour beaucoup d'entre elles, c'est genre la première fois qu'elles prennent soin d'elles comme ça, dû à la maladie. Et en fait, elles s'éclatent, quoi, et elles vont être limite plus apprêtées que ce qu'elles n'étaient avant. Donc ça, c'est vraiment génial. Et moi, je m'éclate de voir ça, quoi. Enfin, je trouve que c'est génial. Tu les vois se transformer, tu les vois s'assumer, tu les vois se sentir belles. Enfin, surtout là, j'ai plein d'images dans ma tête quand on fait des ateliers, elles sont toutes ensemble. Enfin, c'est vraiment génial d'assister à ça. Et ouais, toi aussi, tu t'en prends plein la figure de les voir avec autant d'assurance, sans cheveux. Et par rapport au sein aussi, pareil, quand il y a eu ablation du sein ou reconstruction, voilà, c'est toute ta féminité qui est touchée, quoi, mine de rien. Et c'est des warriors. Carrément, carrément. Donc, petit applaudissement, pas trop fort, sinon ça va exploser le micro, mais sachez qu'on applaudit. Pour les femmes. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que j'aurais tendance à penser que justement, effectivement, quasi naturellement, elles iraient vers les perruques. Enfin, je me dis, moi aussi, c'est pareil. Si je perdais mes cheveux, je serais là, genre, oh mon Dieu, mais il faut faire quelque chose. Et du coup, c'est super intéressant de voir que finalement, tout le chemin parcouru te détache complètement de ça et te libère de ton image. Enfin, dans le sens où j'ai l'impression que tu te réconcilies avec ton image, mais genre tellement que tu décides vraiment, ouais, j'ai envie de te montrer ça, je te montre mon crâne chauve et en fait, je m'en fiche. Le plus important, c'est autre chose. C'est peut-être que je m'apprête un peu plus, que je me maquille parce que finalement, je trouve ça sympa ou je trouve ça trop bien. Enfin, je trouve ça trop beau.
Ouais. C'est surtout aussi que même si on essaye durant le rendez-vous d'aller vers quelque chose qui va le plus les ressembler, elles se rendent compte par elles-mêmes que finalement, même avec quelque chose qui est à peu près similaire, ce ne sont pas elles. Et donc je pense que ça déjà, ça chemine, tu vois, à se dire c'est pas moi en fait, je me retrouve pas dans le miroir quand je me vois avec cette perruque quoi. Ouais. Plus aussi, il faut le dire, les traitements, ça donne énormément de bouffées de chaleur, t'as tout le temps chaud. La prothèse capillaire, ça tient quand même super chaud. Donc au bout d'un moment, en fait, tu lâches prise, je pense, et tu te dis pas colle, je mets le coconnu et c'est bon quoi. Tu vois, je pense que ça aide aussi. Ok, super, ouais, Héloïse. Il y a ce truc aussi un peu pour rebondir sur tout ce qu'on vient de se dire, c'est que ce que j'ai pu constater en tant que soignante, c'est qu'au final, le cancer, pour beaucoup, ça leur a permis de faire une pause, d'enfin réaliser qu'ils ne prenaient pas soin d'eux ou d'elles. Et ça les a forcés finalement, de façon assez extrême, à dire bon, il serait peut-être temps là. Et comme disait Betty, de se remaquiller, de faire des soins du visage, des massages. Et il y a cette notion d'un peu reprendre son pouvoir, sa souveraineté en fait, de soi quoi, et d'enfin se prioriser. Oui. Il y a vraiment cette notion et c'est pour ça que l'estime dans le cancer, elle est pas du tout linéaire, elle évolue. Et quand ils ont ce truc de enfin reprendre un peu les rênes et dire allez j'y vais, ben là il se passe des choses sublimes et ça assume énormément. Ok, ouais, super, trop bien. Swazik, tu voulais dire Ouais, c'est aussi l'idée. Donc effectivement, je te rejoins complètement, Héloïse, c'est de se prioriser, d'apprendre à prendre soin de soi et d'apprendre à prendre soin de soi en fonction de vraiment qui on est aussi et de la manière dont on a envie de le faire. De se détacher un peu des injonctions. Justement, on parlait de maquillage et on peut penser que ça fait partie des injonctions, mais non, parce que là, c'est justement une manière. C'est pas on se maquille parce qu'il faut se maquiller ou on se maquille parce qu'il faut camoufler des choses. C'est vraiment se maquiller pour prendre soin de soi et se faire plaisir à soi et le faire de la manière dont on a envie. Et je trouve que c'est pareil en fait pour la perruque ou tout ce qu'on peut mettre en place. Personnellement, je sais que la perruque, ça me rassurait en fait au début. Et effectivement, j'ai cherché une perruque qui ressemblait le plus possible à mes cheveux d'avant. Et ça me rassurait de l'avoir. Et des fois, je l'ai utilisée, mais justement, je choisissais en fait les moments où je l'utilisais. C'était pas de la mettre au quotidien pour faire comme si de rien n'était. J'ai fini par choisir les moments où je voulais la mettre parce que je voulais être un peu plus incognito, etc. Mais effectivement, je te rejoins, Betty. En fait, quand tu la mets, t'as juste l'impression de déguiser et oui, c'est très bien pour les gens qui ne te connaissent pas parce qu'ils le voient pas forcément, mais en fait, tous ceux qui te connaissent, ils savent que c'est une perruque, toi aussi. Donc, bon, voilà, l'intérêt est plus le même. Tu t'en rends compte une fois que tu l'as sur la tête. D'accord, ok, super. Donc en fait, finalement, ça a apporté une espèce d'introspection, enfin forcée. Du coup, comme tu disais, Héloïse, malheureusement c'est un peu extrême, mais en même temps, ça te donne ce temps-là de réfléchir à toi. Comme tu dis, Swazik, de savoir ce qui te correspond à toi vraiment, plutôt que de dire ah mais voilà, si je me maquille, on va dire que je suis trop maquillée, ça fait vulgaire, ça fait pas assez maquillée, ça fait trop sage. Donc en fait là, c'est vraiment se reconnecter à qui tu es, réapprendre à se connaître. Du coup, j'ai l'impression que pareil là, ça amène une introspection, une réflexion sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de porter ou pas, enfin qui j'ai envie d'être. Je trouve ça beau malgré évidemment les conditions, mais je trouve que c'est beau de pouvoir faire ça. Et en même temps, ça serait tellement beau de pouvoir faire ça aussi quand on est en bonne santé et je pense que c'est aussi l'objectif de cet épisode, c'est de dire que regardez, on peut faire ça quand même quand on est en bonne santé, que tout va bien. Évidemment, ça prend du temps, entre guillemets. Évidemment, c'est pas évident de se libérer du regard des autres. Mais si on a des warriors comme ça qui viennent témoigner et qui sont capables de se libérer de toutes ces injonctions des perruques parce que de toute façon ça porte trop chaud, etc. Je pense qu'on peut le faire quand même quand tout va bien, entre guillemets. Et justement, Swazik, qu'est-ce que t'as fait, toi? Enfin, qu'est-ce qui t'a semblé le plus important pour reprendre ce pouvoir, comme disait Héloïse, cette souveraineté sur toi pour te reconnecter à toi? Est-ce qu'il y a des choses que t'as mises en place? Qu'est-ce qui a joué justement pour te sentir, tu disais tout à l'heure, féminine, encore plus féminine qu'avant? Moi, déjà, ouais, pendant les traitements, et je l'ai analysé que après, je m'en suis pas forcément rendu compte sur le moment, mais effectivement, ma manière à moi de garder
la main, le pouvoir, et attention, pas le contrôle, parce que pour moi, le contrôle, ça veut dire vraiment justement tout contrôler et faire en sorte qu'il n'y ait rien qui dépasse et faire en sorte que c'est de notre manière à nous que ça se passe. Alors que dans la maladie, c'est clairement pas possible. Donc ça nous apprend aussi le lâcher prise. Mais en termes d'avoir le pouvoir, c'est passé par plein de petites choses en fait. C'est déjà si on justement choisir quand est-ce que je mettais la perruque, le foulard, quand est-ce que je me maquillais, quand est-ce que je me maquillais pas. Moi, je me suis mise à porter des boucles d'oreilles, chose que je ne faisais pas du tout avant parce que j'ai pas les oreilles percées. Donc j'ai fabriqué et porté mes boucles d'oreilles. Donc pour moi aussi, c'était une manière justement de garder un certain pouvoir en fait. Ça c'est passé aussi au niveau médical par poser des questions. Je venais toujours avec une liste de questions et je le conseille si jamais il y en a qui nous écoutent parce que on oublie quand on est face au médecin, on oublie la moitié de ce qu'on voulait demander puis on repart avec la moitié des infos qu'on voulait avoir. Mais c'était important pour moi justement de comprendre et de poser des questions pour comprendre et pour participer quelque part aussi à mes traitements en fait, à ma prise en charge, de pas subir ce qui se passait. C'était aussi en passant par là en fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai fait en sorte aussi d'être autonome autant que possible. Alors il y avait des jours où c'était plus compliqué, mais même là ça peut passer par différentes choses. J'ai géré tout ce qui était administratif, tout ce qui était aussi gérer les rendez-vous médicaux, parce qu'en fait j'ai entendu un témoignage il y a pas très longtemps de quelqu'un qui disait un emploi du temps de malade. Et c'est très bien utilisé, je trouve, parce que vraiment, quand on est malade, on se rend pas compte, mais c'est une charge mentale de dingue. On a l'impression que tout est pris en charge et qu'il suffit de se laisser porter, mais pas du tout. Et en même temps, c'est justement une manière de garder le pouvoir aussi, justement, de pouvoir gérer ces choses-là quand on le peut. Ou en tout cas, voilà, encore une fois, à notre échelle, en fait. C'est aussi, moi, je pense que de garder le pouvoir, ça peut passer même par des choses qui nous semblent petites, en fait. Et encore une fois, justement, le fait de prendre soin de soi via le maquillage, via les soins esthétiques, etc., c'est aussi une manière pour moi de garder le pouvoir. Ok, ouais, c'est toujours rester dans l'action, enfin pas être dans la passivité, de se laisser porter, comme tu disais, subir ce qui t'est imposé de toute façon, mais voilà, quand même avoir une part d'action, avoir une part de décision, même voilà, dans tes choix de maquillage, de boucle d'oreille, de style, etc. Ok, super. Est-ce que l'entourage aussi, ça a aidé à justement améliorer, enfin, ou rebooster un petit peu, ou en tout cas solidifier ton estime, etc. ou pas forcément? Ouais, parce que je me dis, ça dépend comment ça se passe, et même pour les accompagnants, c'est peut-être pas toujours évident non plus. Donc, l'entourage là-dedans, en tout cas pour toi, il a eu quel rôle? Alors, en général, ça a été très, très, très aidant. Mon entourage, déjà en chimio, justement, j'allais jamais seule, ou ça a dû arriver très peu de fois. Donc, j'étais toujours accompagnée. Donc, ça, pour moi, ça a été une grande aide parce que j'avais besoin de ça et que du coup, ça me permettait de faire passer le temps plus vite et de quelque part de mettre un peu de fun là-dedans aussi parce que ça nous empêchait évidemment pas de rigoler, de passer des bons moments. Effectivement, je l'ai dit aussi dans notre podcast, mais oui, il y a aussi des bons souvenirs et justement l'entourage là-dessus peut vraiment aider et en parlant d'autres choses, en faisant juste rire, en ayant des moments entre guillemets anodins quoi. De pas justement tout mettre sur le cancer et de pas parler en permanence de ça et de pas parce que notre vie est déjà pas mal fonction de ça. Donc juste être eux-mêmes, prendre des nouvelles, écouter et être présent, mais aussi être présent en faisant des choses qu'on fait d'habitude quoi. Ouais, c'est ça, avoir une présence, mais faire des petites choses du quotidien, des petites choses même un peu futiles finalement, mais qui ont toute leur importance derrière pour le soutien. Trop bien. Héloïse, toi, donc par rapport en tant que ex-soignante, toi, qu'est-ce que tu as vu justement qu'est-ce qui a pu aider justement les patientes? Est-ce que l'entourage, j'ai vu tout à l'heure, tu as fait une petite tête de coup-ci, coup-ça. Qu'est-ce que tu as pu voir par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui a pu aider ou pas justement tes patientes à... J'ai vu tout et son contraire. C'est-à-dire que, pour revenir un peu sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes,
le coup de passer à l'action et tout, bien sûr, évidemment, mais cette phase aussi où ça va pas du tout, elle est nécessaire. Ouais. C'est un peu comme dans la courbe du deuil où voilà, il y a il y a le choc, il y a le déni. Ensuite, il y a la colère, il y a la peur, il y a la tristesse pour ensuite accéder à l'acceptation. Donc juste de préciser que c'est OK de pas passer à l'action de suite en fait. C'est nécessaire à un moment donné de péter son plomb, d'en vouloir à la terre entière et de vouloir arracher les cheveux aux filles qui en ont quoi. J'ai envie de dire c'est OK. Allez-y. Non. Voilà, histoire de déculpabiliser. Et ce que j'ai pu voir, c'est vraiment tout et son contraire. J'ai pu voir des entourages hyper aidants où vraiment ils ont permis clairement ils ont joué dans la guérison. Ou dans l'acceptation, parce que j'ai accompagné aussi beaucoup de gens sur la fin de vie. J'ai eu des mariages en fin de vie. J'ai eu des choses sublimes dans mon service, vraiment. Et où ça a aidé dans l'estime tant du compagnon que de la personne qui partait, tu vois. Vraiment ce truc où la personne disait, même si elle part, elle m'a donné sa main et à vie, notre amour sera... Enfin, des trucs sublimes. Et j'ai vu aussi l'inverse où, par exemple, une fois, j'avais un frère et une sœur, ils étaient assez proches. Mais le frère n'acceptait pas du tout la maladie de sa sœur. Il arrêtait pas de lui dire ah non mais moi si t'es chauve c'est pas possible. Et elle en fait voulait assumer et lui en fait il lui transmettait ses propres peurs. Et ça l'a pas du tout aidé la pauvre parce qu'elle voulait assumer son coconnu comme disent mes acolytes du Canada et son frère en fait lui n'acceptant pas la maladie de sa sœur lui projetait ça. Et donc, c'est vraiment un warning que j'amène, c'est que là, nous, en tant que soignants, on a un vrai rôle de temps en temps mettre la famille à distance quand elle devient un peu, comment dirais-je, quand elle vient immiscer des choses et induire des choses qui sont pas forcément saines pour la reconstruction de la personne. C'est pas facile de prendre ce rôle des fois parce que, on n'est pas là pour juger. Mais si c'est une demande qui émane de la patiente ou du patient, moi, à un moment donné, je me suis vue à prendre entre quatre yeux cette personne et lui dire, écoute, ta sœur, elle fait ce qu'elle veut en fait. Et si tu n'es pas en capacité de gérer tes propres croyances et tes propres peurs, je t'invite à aller voir des gens compétents pour pouvoir en discuter. Et c'est aussi ça le rôle qu'on a en tant que soignant. Des fois, c'est un peu le rôle de flic à faire le tampon et toujours pour mettre en priorité la personne, puisque là on parle du cancer, qui est atteinte, parce que notre priorité, c'est évidemment elle et son bien-être. Oui, si je peux me permettre de rebondir aussi. Moi, j'avais des relations toxiques aussi à l'époque et j'ai beaucoup apprécié aussi que justement l'équipe médicale, tu vois, étant adulte à cette période-là, je pouvais dire, donnez-moi les infos à moi. Si quelqu'un d'autre appelle, oubliez ça, vous lui donnez aucune info, puis voilà, c'est moi qui dois savoir et c'est moi qui choisis de donner les infos à qui je veux et de la manière que je veux. Et je sais que c'est arrivé justement et l'équipe médicale m'a prévenue et a respecté le fait que je leur dise s'il vous plaît les infos c'est à moi, à personne d'autre, c'est à moi. Et justement je pense que c'est important, merci Héloïse d'aborder le sujet, c'est aussi important en tant que patient ou patiente de ne pas hésiter à faire ce genre de démarche. Et là aussi, c'est une manière de garder le pouvoir sur votre maladie. C'est votre maladie à vous, j'ai envie de dire. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais... La mienne. C'est ma mienne. Mais c'est votre maladie et c'est vous qui choisissez ce que vous voulez en faire. Et justement, les infos, c'est vous qui choisissez de les diffuser ou pas. Donc, si la relation se passe bien, etc., il n'y a pas de souci. Et en même temps, bah voilà, si c'est moins facile, bah, l'équipe médicale doit respecter aussi vos choix sur ça. Et donc, n'hésitez pas à leur fournir ces informations-là, quoi. Même pour ta confiance en toi et ton estime, c'est super important de garder ce pouvoir de décision et de choisir ce que toi, tu as envie de dire et comment tu veux le dire. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. En fait, là, on parle de la maladie, mais au final, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. C'est réussir à s'entourer et à dire merde aux personnes toxiques et justement se rapprocher peut-être un peu plus des personnes qui nous soutiennent, en tout cas qui sont positives pour nous, et savoir poser ses limites. Du coup, voilà, là, c'est pas en termes de soignants, etc., enfin en termes d'entourage, mais savoir poser ses limites et de dire non, voilà, moi je décide de faire ça, je décide de faire comme ça, et si je veux pas te voir aujourd'hui ou si je veux pas te dire ça sur ma vie, j'ai le droit en fait. Donc c'est ça, c'est carrément un parallèle, mais c'est normal. Mais c'est vrai qu'encore une fois, comme on disait,
le cancer amplifie parce que là, bah voilà, c'est encore plus intime finalement, le genre d'informations que tu vas pouvoir partager ou pas. Mais ok, super. Donc l'entourage très important. Faire attention, voilà, qui on fréquente dans la maladie ou pas. Faire attention, faites du tri si nécessaire, ça sera toujours bénéfique. Oui, ça, en fait, comme justement, ça met en exergue autant justement le fait de prendre soin de soi, et ça met en exergue aussi les relations. Enfin, il y a tellement d'histoires justement de relations qui se sont cassées ou de relations qui se sont rapprochées pendant la maladie. Donc, quelque part, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est pas indispensable de vivre la maladie pour pour faire un éclaircissement sur nos relations. Je vous conseille les relations toxiques, effectivement, d'y mettre fin en tout temps. Mais voilà, s'il y a bien des avantages quelque part à la maladie, c'est aussi justement de mettre en exergue ces choses-là, quoi, autant positives que négatives, et en fait de choisir ce qu'on en fait derrière, quoi. Ouais, ouais. Disons que ça pousse un petit peu plus vite à dire merde à certaines choses et oui à d'autres. J'ai l'impression c'est bon, j'ai plus envie de me laisser enquiquiner voilà par telle ou telle chose. Maintenant c'est bon, c'est moi, c'est vraiment moi qui décide là. En fait, tu reprends le pouvoir total pour la suite. Du coup, même après la maladie, ça doit complètement tout changer, je pense, en termes de comportement et de ce que tu acceptes ou pas finalement dans ta vie. Après, t'as dit le mot, je rebondis juste sur ça, ça amplifie. Ouais. Dans le bon comme dans le mauvais par rapport à l'estime, pour reprendre aussi un peu ce que disait Betty, c'est que ça amplifie. Donc après, il faut pas croire que parce que tu as un cancer, tu deviens la reine de l'estime ou le roi de l'estime et que tout va bien. Il y en a certains qui sont détruits et qui ne s'en remettent jamais. Et le but, c'est pas d'avoir un moment de tristesse dans ce podcast, mais c'est quand même important de le signaler, c'est qu'il y en a, ils n'arrivent pas à passer outre puisqu'on parle de la maladie. Et c'est un drame qui va venir amplifier justement quelque chose qui était déjà présent chez eux et les détruire et faire que ça ne remontera jamais. Or, dans les facteurs favorisants du cancer, il y a justement tout un pan psychologique. Et donc c'est vrai que pour des personnes parfois où vraiment déjà ça allait pas et tout, le cancer a pu amplifier et l'estime remonte pas forcément. Donc on est toujours sur un fil. Estime et cancer, ça peut être à la fois un révélateur comme un destructeur. Et désolé d'un peu pourrir l'ambiance, mais je pense que c'était important de l'amener parce que voilà, on va pas dire que voilà, Swazik est merveilleuse, sublime et tout va bien et elle le transmet hyper bien, mais il n'y a pas que des Swazik aussi, quoi. Et encore une fois, c'est tout un processus, même si ça amène sur une estime de soi meilleure, c'est tout un processus et ça se fait vraiment pas du jour au lendemain. Et ça se fait pas forcément tout seul aussi, hein. N'hésitez pas à vous entourer. C'est ça. C'est ça. Bah justement, d'ailleurs, c'est pour ça que tu t'es spécialisée, Swazik, coach justement pour les personnes en rémission. J'imagine pour justement apporter ta petite pierre à l'édifice. Je vais vous accompagner là-dessus parce que je sais que c'est pas funky et que c'est pas forcément évident de remonter la pente. Donc, n'hésitez pas. Voilà, coach, psychologue, n'importe qui en fait, n'importe qui peut vous aider à justement ouais, remonter cette pente qui est pas évidente. Et Héloïse, t'as bien raison de dire que bah oui, c'est pas forcément tout beau et c'est pas une transformation miraculeuse, quoi. On va dire, c'est pas le remède à tout. Hein. On conseille pas le cancer pour finalement avoir une bonne estime de soi. Non. Voilà, soyons bien d'accord. Hein. Je dirais même qu'on conseille l'estime de soi pour éviter le cancer. Voilà, c'est mieux. D'où l'importance. Voilà, on fait de la prévention là. Prenez soin de vous. Exactement. Mais du coup, là, ce que j'ai amené, je pense que c'est Betty, finalement, qui est peut-être le plus confrontée à tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Betty. Du coup, bah, tu vas pouvoir nous présenter rapidement déjà socio-esthéticienne pour qu'on sache un petit peu plus en détail, parce qu'on en a parlé un petit peu de ce que tu faisais, mais tu nous parles vraiment de à quoi ça correspond et à qui ça s'adresse, même si on se doute un petit peu vu le sujet du podcast, mais voilà, à qui ça s'adresse, à quoi ça sert et bah toi justement, voilà, à quoi t'es confronté au quotidien. Donc la socio-esthétique, ça s'adresse à toutes les personnes qui peuvent être à un moment de leur vie fragilisées physiquement, psychiquement et ou socialement. Donc voilà, soit par la maladie notamment, mais un parcours, un accident de parcours dans la vie. Voilà, c'est très très large.
Donc c'est ça qui est riche aussi, c'est que c'est hyper diversifié. Et donc la base, donc c'est l'outil de l'esthétique. On se sert de cet outil-là pour comme une approche pour auprès de la personne. Et voilà, on va l'accompagner pour aider à revaloriser son image et voir peut-être son estime et sa confiance en elle. Voilà, en gros. Donc moi là, je parle plus, je dis plus le terme onco-esthéticienne parce que ici ça n'existe pas au Canada. Donc en France ça existe, c'est quand même connu, mais c'est pas encore super répandu, malgré que normalement tu as des socio-esthéticiennes dans tous les hôpitaux de France, quasiment. En France, ça fait comme 40 ans que ça existe, quelque chose comme ça. Donc ça date pas d'aujourd'hui, mais ça met du temps à se faire reconnaître. Et donc au Québec, parce que j'ai dit Canada, mais je crois que dans l'est du Canada, dans l'ouest du Canada, ça existe. Mais au Québec, ça n'existe pas. Donc, pour plus que les gens se repèrent, je dis onco-esthéticienne parce que là, je suis vraiment au niveau de l'oncologie. Donc là, je travaille à la fondation donc qui accompagne les personnes atteintes de cancer. Et donc là, je leur donne je reçois donc beaucoup de femmes. Donc, je leur donne beaucoup de conseils, d'échantillons de produits parce que avec la chimio, tu as beaucoup d'effets secondaires au niveau de la peau, les ongles. Justement, tu perds tes cheveux, tu perds tes poils, donc sourcils et cils. Donc voilà, plein de petits conseils pour comment entretenir ton cuir chevelu, comment recréer une ligne de sourcils, redonner de l'illusion un petit peu à l'altération du visage, des ongles, voilà. Donc, je fais beaucoup de conseils. Et puis après, je fais aussi des soins, parce que déjà, ça leur fait vachement de bien. C'est super important au niveau de leur bien-être. Et puis aussi, pour pallier aux effets secondaires, c'est super important. Donc voilà, ça fait 2 en 1, c'est trop bien. Et je fais aussi des ateliers collectifs pour justement créer un peu une cohésion. Je fais pas des gros ateliers, elles sont comme 6. Et je trouve que plus, ce serait trop, tu vois. Donc et là c'est génial aussi parce que tu vois qu'elle crée du lien. J'avais peur au début que ça pourrait peut-être d'entendre l'expérience ou le parcours d'une, ça fasse peur. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est hyper positif. Elles se remontent le moral les unes les autres. Enfin, c'est hyper bienveillant. Donc voilà, c'est tout ça, la socio-esthétique. Ok, super. Bon, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a un meilleur aperçu, même si du coup, visiblement, ça fait 40 ans que ça existe et que voilà, je débarque, hein, mais je serai peut-être pas la seule qui écoute ce podcast. Donc voilà. Et puis au pire, si vous connaissiez, venez me le dire, comme ça je me sentirai inculte et puis voilà. Mais mais ok, super. Et du coup, donc tu fais des soins, tu fais tout ce qui est voilà conseil par rapport au maquillage, enfin pour tu disais pour remettre un peu de sourcils, remettre des effets finalement sur le visage, etc. Comment tu vois, enfin quel impact tu vois du coup sur les femmes que tu accompagnes, puisque tu m'as dit que c'était plus des femmes. Comment elles se sentent en fait après ces soins, après Ça va un petit peu redire ce que j'ai dit au début, où je trouve que, mais après pareil, je veux pas généraliser, mais majoritairement, je vois énormément plus de lâcher prise, vraiment, et de s'assumer quoi. Enfin, je vois vraiment l'évolution où au début c'est entre guillemets la catastrophe. Je vais perdre mes cheveux, comment je vais faire, comment je vais le vivre. Comme disait Swazik tout à l'heure, voilà, il me faut une prothèse capillaire, j'ai besoin d'être rassurée. Et puis à la fin, elles arrivent, donc le coco à l'air, la grosse banane. Bon, je dis pas que tout est beau, tout est rose, hein, mais tu vois vraiment une évolution hyper positive. Après, il n'y a pas que ça, et comme dit Héloïse, attention, tu vois, mais quand même, majoritairement pour les femmes en cancer du sein aussi, je fais bien attention à ça. C'est vraiment ça que je vois. Ok. Ouais, donc plus de lâcher prise, plus de je m'assume et puis voilà, comme j'ai envie d'être, comme j'ai envie de faire, etc. Évidemment, oui, il y a toujours des exceptions. Enfin, c'est toujours un petit peu plus complexe que ça, mais en tout cas, ça a quand même du bénéfice. En tout cas, sur l'immédiat, ça a du bénéfice. Ça donne un
un petit coup de peps peut-être voilà à son image et à comment Ouais, puis elles prennent du plaisir à soit reprendre soin d'elles ou commencer à prendre soin d'elles. Et Ok. ça c'est top. Ouais, c'est ça. En fait, c'est quelque chose qu'elle faisait pas avant, finalement. Bah, comme Héloïse, tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'avaient jamais fait de masque, par exemple, hydratant sur le visage et qui, là, finalement, se découvrent, bah, finalement, si, j'essayais pour voir, ça a l'air sympa, c'est agréable sur le visage. Ok, donc c'est vraiment ça un truc que je faisais pas du tout et que je prenais pas le temps de faire. Finalement, je prends plaisir à le faire et peut-être à l'implanter, du coup, dans leur quotidien à la suite, j'imagine. Bah oui, puis toi, j'en ai plein. Alors, elles ont jamais fait de soins du visage. Elles vont prendre rendez-vous. Et alors là, c'est ah ouais, c'est extraordinaire. Et elles reviennent toutes les 2 semaines, quoi. Et ça devient vraiment leur petit rituel, tu vois. Et enfin, c'est génial quand tu vois ça, quoi. Oh bien, elles sont accros maintenant, ça y est. Ouais. Si je peux me permettre, en plus, on parle de femmes, puis c'est bien connu. Les femmes, on a tendance à être éduquées pour faire attention aux autres. Et donc là, quelque part, la maladie nous donne la bonne excuse, entre gros guillemets, pour prendre soin de soi. Et bah voilà, grâce aux soins de Betty, finalement, elle découvre que, hey, c'est pas mal, en fait, prendre soin de soi. C'est ça. C'est pas mal de se faire chouchouter. Et je voudrais rajouter que j'ai eu mon premier homme le mois dernier. Donc, je suis contente, ça commence. Voilà. Bien. Et alors, comment ça s'est passé? Ah bah il a adoré, il a repris rendez-vous. Écoute. Et voilà, un accro en plus. Bon bah trop bien. Bah voilà, les hommes, si vous êtes au Canada, au Québec, et bah allez-y, Betty vous attend. Elle est prête à faire des soins. Elle n'attend que vous visiblement. Ok, super. Bah trop bien. Du coup les filles, si vous deviez donner justement des conseils oui, des petits conseils à des personnes qui justement ont une estime d'elles un petit peu instable en ce moment, hein, que ce soit maladie ou pas, hein, des personnes voilà en bonne santé mais qui se prennent pas forcément soin d'elles parce qu'elles se l'autorisent pas, etc. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? C'est quoi le plus important qu'on a à retenir là-dessus? À quoi on doit faire attention? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer, alors que ce soit notre image, notre confiance en soi, hein, mais quels conseils vous auriez à donner? Moi, je dirais que je te le dis souvent, mais vraiment s'écouter et se respecter, et qu'il n'y a pas, on n'est pas obligé si on n'a pas envie de se maquiller, on n'est pas obligé de prendre une prothèse capillaire. Enfin, il y a rien d'obligatoire. C'est vraiment le faire comme on le ressent, et ne pas hésiter de demander conseil auprès d'une professionnelle si on sent qu'on a envie de changer des choses, mais qu'on sait pas trop par où commencer. Voilà, on peut se faire guider pour reprendre petit à petit confiance en nous. Donc là, je parle vraiment au niveau de son image, hein, beaucoup. Ouais. Et donc voilà, ne pas s'isoler et ne pas hésiter à demander conseil. Ok, ça marche. Donc demander conseil, soit à des professionnels, enfin que ce soit, si je prends large, hein, toujours aller voir ton coiffeur et lui demander des conseils, genre qu'est-ce qui pourrait m'aller, qu'est-ce qui pourrait me convenir, etc. Aller voir peut-être une esthéticienne, pareil, ou une maquilleuse, enfin voilà, ou manucure, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur mon visage, sur mes ongles, etc. Enfin pas hésiter en fait à franchir ce pas, d'aller demander de l'aide finalement, enfin des conseils pour faire le premier pas vers la prise de soin de soi, quoi. Ok, Tout à fait. super. Moi, je veux bien justement rebondir là-dessus parce que mon conseil, ça serait d'y aller petit pas par petit pas aussi. Ouais. De pas, encore une fois, de pas croire que l'estime de soi peut évoluer en très peu de temps et donc d'y aller petit pas par petit pas et même par des choses qui peuvent vous paraître anodines, quoi. Peut-être des choses qui a priori, vous vous dites, mais ça va rien aider à mon estime de soi. Bah si, justement, prendre 10 minutes pour faire un soin du visage, un masque ou tout ce que vous voulez, prendre 10 minutes de marche dehors, c'est aussi ça, prendre soin de soi en fait, et faire évoluer son estime de soi justement, parce que ça peut passer par des petites choses. Là aussi, je mets des guillemets parce que c'est pas forcément justement petit. Ça peut être des grands pas, alors par des choses qui nous paraissent anodines, quoi. Complètement, complètement.
On est d'accord. Héloïse, est-ce que tu as une petite chose à rajouter? Ouais, ben moi je dirais que finalement, puisqu'on est là quand même pour parler un peu au travers du prisme du cancer et de la maladie en général au sens plus large, je le vois un peu comme un exhausteur. Tu vois, tu as les exhausteurs de goût. Et ben là, la maladie, c'est un peu comme un exhausteur et ça va venir amplifier finalement des choses déjà présentes chez toi, dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire que des personnes qui pensaient qu'elles n'étaient pas capables vont se révéler, des personnes qui au contraire donnaient une image que tout allait bien vont s'effondrer. Donc le conseil, même si dans le coaching on n'est pas censé donner des conseils. Ouais, mais là c'est un podcast, c'est pas pareil. Le conseil que je propose, c'est vraiment l'estime, c'est un travail de tous les jours déjà, comme l'a dit Swazik. C'est par des petits actes et prendre soin au quotidien, comme a pu le dire Betty, et que justement, n'attendez peut-être pas qu'il y ait un exhausteur de goût qui vous arrive en pleine face. Et plus tôt vous essayerez de travailler dessus, mieux ce sera. Et justement, je les invite à écouter ton podcast sur l'estime de soi ou le nôtre, où on explique justement cette nuance entre image, confiance et amour, et qu'en fait, ils réalisent finalement où est leur pilier. Quel est même si c'est qu'un point supplémentaire, quel est l'endroit où ils ont un petit peu plus, tu vois. Donc si par exemple ton pilier c'est la confiance, du coup faire plusieurs passages à l'acte qui te permettront de nourrir ton image, ton amour. Si finalement tu as un bon amour de toi, venir le nourrir pour te rassurer, pour oser passer à l'acte. Donc vraiment identifier sur quel pilier ils ont un petit point supplémentaire et mettre en place ce qu'il faut. Yes, parfait. Bah super. Donc on voit un petit peu où est-ce qu'on est un petit peu mieux, on se sent un petit peu mieux, confiance en soi, image de soi, amour de soi, et puis on met en place les petites actions, toujours petit pas par petit pas, pour pas se faire peur de toute façon et pour peut-être pas trop chambouler non plus, parce que c'est ça aussi, quand tu te jettes dans le grand bain parce que tu te dis je vais tout changer d'un coup, généralement c'est là que c'est les paniques à bord, donc petit pas par petit pas, et comme a dit Betty, on se respecte, on prend soin de soi et on prend le temps de se respecter. Vous avez le droit de prendre soin de vous, c'est même une obligation. Voilà, pareil, dans le coaching, on fait pas ça, mais voilà, j'ai décidé. Faites de vous votre priorité. Ouais, se prioriser, ce n'est pas être égoïste. Non, c'est juste altruiste. C'est ça. Oh, ouais, encore mieux, c'est altruiste. Bon, super. Écoutez, merci beaucoup, les filles, pour votre intervention. Évidemment, je mets la petite promo sur votre podcast à la santé du cancer. Donc, allez écouter. Hein, vraiment, c'est très agréable à écouter. Et puis, comme elles sont toutes les trois à dire des conneries de temps en temps, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je mets toutes les informations, pareil, les informations de chacune individuellement pour prendre contact si jamais vous avez des questions, des requêtes, etc. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne nuit pour Héloïse et une bonne soirée pour Betty et Swazik. Merci à toi en tout cas. Ciao, ciao.